Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement d'actualité en ce mois d'avril, à savoir la transition énergétique. Pour rappel, le troisième volet du 6e rapport du GIEC publié le 4 avril 2022 concluait qu'il nous restait 3 ans pour tenter d'infléchir la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre pour espérer conserver une planète vivable. Bon, 3 ans, ça fait sacrément court. Il va donc falloir accélérer bigrement notre transition énergétique et décarboner notre production d'énergie. Alors, vers quelle solution se tourner ? Les énergies fossiles ? Bon, là, la réponse à la question. L'énergie nucléaire, évidemment, on peut se dire que c'est mieux d'un point de vue climatique, mais quid des déchets ? Le photovoltaïque alors ? L'éolien ? L'hydraulique ? Depuis quelques années, quand on parle transition énergétique, on entend de plus en plus parler d'un autre prétendant au titre de leader de l'énergie verte, j'ai nommé l'hydrogène. Pour autant, s'agit-il d'une énergie aussi verte que ce qu'on en dit et faut-il tout miser sur cette solution ? Évidemment, a priori, les avantages de l'hydrogène ont tout pour plaire. Sa combustion ne produit que de l'eau et l'hydrogène est disponible en grande quantité sur Terre. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, limiter l'hydrogène à ces deux aspects serait comme se dire que la voiture électrique est une solution idéale car elle n'émet pas de gaz d'échappement. Quand elle roule, certes, mais l'électricité qui la fait avancer est-elle décarbonée ? Sans parler des émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises lors de sa fabrication. Pour l'hydrogène, c'est un peu pareil. Certes, on le trouve sur Terre en grande quantité, mais majoritairement couplé à d'autres atomes. On le trouve par exemple dans l'eau, couplé à des atomes d'oxygène, ou dans les combustibles fossiles, couplés à des atomes de carbone. Et c'est là que ça commence à être problématique. Pour produire de l'hydrogène, il faut pouvoir isoler l'hydrogène. Deux méthodes existent, l'une par reformage d'hydrocarbures, donc des énergies fossiles, l'autre par électrolyse de l'eau, une méthode nécessitant de l'électricité. Dans tous les cas, ce sont des procédés qui nécessitent de l'énergie et produisent des émissions de gaz à effet de serre. Selon le site YouMatter, qui se base sur des données de l'ADEME, la solution de l'électrolyse de l'eau permet de diminuer d'un facteur 4,5 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la solution par reformage. Ce qui n'est pas plus mal quand on connaît la problématique des énergies fossiles, mais ce facteur suppose que l'électricité utilisée dans le processus d'électrolyse soit issue d'un mix entre nucléaire et énergie renouvelable, et pas de centrale à charbon. Se pose aussi la problématique de l'eau. Déjà rare dans certaines régions du monde, peut-on se permettre le luxe de fabriquer notre énergie à partir de cette ressource qui risque d'être manquante dans les décennies à venir ? Quand on se dit qu'on utilise de l'eau potable pour les toilettes, évidemment, on peut se dire qu'on n'est pas à ça près. Mais quand même. Alors, des recherches sont en cours pour voir comment on pourrait utiliser l'eau de mer pour produire l'hydrogène. Bon, du coup, on peut se dire qu'une fois ce petit souci résolu, on se dirige quand même vers une solution écologiquement sympathique. Eh ben, pas tout à fait. Certes, la fabrication d'hydrogène à partir d'énergie électrique bas carbone dégage moins de gaz à effet de serre que le reformage. Mais un autre problème de l'hydrogène est celui du rendement. L'hydrogène n'est pas utilisé directement, ce n'est pas une source d'énergie à proprement parler, mais un vecteur énergétique. C'est-à-dire qu'il est fabriqué, stocké, puis utilisé pour recréer de l'énergie et par exemple alimenter un moteur. Et entre sa fabrication et son utilisation, il y a des pertes. En pratique, on se trouve avec un rendement d'environ 30%, c'est-à-dire que l'énergie disponible grâce à l'hydrogène fabriqué est égale à 30% de l'énergie électrique nécessaire à sa fabrication. En conséquence, il faut de 3 à 4 fois plus d'énergie électrique pour produire de l'énergie via l'hydrogène qu'il n'en faudrait en utilisant directement de l'énergie électrique.
Et du coup, à ce stade, on s'interroge un peu sur le sens de la démarche. Même si l'électricité utilisée pour fabriquer l'hydrogène est bas carbone, dans la mesure où on multiplie les besoins initiaux en énergie électrique par 3 ou 4, le bilan carbone se trouve de fait alourdi. En gros, une unité d'énergie d'hydrogène pollue 3 à 4 fois plus qu'une unité d'énergie électrique ayant servi à sa fabrication. Le tout hydrogène ne semble donc pas une solution viable. Il y a des cas où il est insensé de dépenser une certaine quantité d'énergie électrique pour n'utiliser que 30% de cette énergie. On s'imagine bien que souvent, donc, il est plus intéressant d'envisager l'utilisation de l'énergie électrique directement, par exemple pour une voiture électrique. Une étude mise en avant par YouMatter indique d'ailleurs que la voiture électrique aurait moins d'impact sur le changement climatique en termes d'empreinte carbone au kilomètre parcouru que la voiture à hydrogène. Dans d'autres cas, comme celui de l'avion, où la problématique du poids est centrale, l'hydrogène peut avoir toute sa place car c'est une source d'énergie dense, c'est-à-dire qu'il fournit une quantité assez importante d'énergie par kilo, tandis que les batteries grèveraient trop le budget de masse acceptable, dans le cas de l'énergie électrique. Mais le problème de rendement est toujours là. Selon l'Atécopole, l'atelier d'écologie politique de Toulouse, il faudrait couvrir un département entier d'éoliennes ou utiliser 16 réacteurs nucléaires pour faire tourner à l'hydrogène les avions passant par l'aéroport Charles de Gaulle. Bon. Une éolienne dans ton jardin, ça te dit ? Autre aspect problématique, l'hydrogène comme source d'énergie, ça veut dire développer les infrastructures nécessaires pour ça. Électrolyseurs, piles à combustible et j'en passe, autant de choses qui vont nécessiter d'extraire des ressources et impacter la biodiversité. Comme le souligne YouMatter, c'est un autre aspect du défi de la transition énergétique pour les années à venir et mis en avant, semble-t-il, par certaines études, réduire notre impact sur le climat pourrait bien augmenter celui sur la biodiversité. Et il faudra donc trouver un moyen de le limiter également. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ? Tu t'en doutes peut-être, la réponse est non. Un article de Futura Science datant du 18 avril 2022 met en avant l'effet indirect potentiel de l'hydrogène sur, je te le donne en 1000, le réchauffement climatique. Allons bon, on met des milliards dans le développement d'une technologie censée nous sauver et en fait, on aggraverait le problème. L'article met en avant une étude britannique réalisée par des chercheurs des universités de Cambridge et de Reading sur les implications atmosphériques de l'utilisation de l'hydrogène, étude publiée ce mois d'avril 2022. Le process de fabrication et de transport de l'hydrogène, ainsi que son stockage, serait accompagné de fuites d'hydrogène à chacune des étapes qui se retrouveraient dans l'atmosphère. Et voici l'une des conséquences de ces fuites, le méthane atmosphérique, partageant avec d'autres gaz la responsabilité de l'effet de serre, serait moins vite décomposé car sa décomposition nécessite une réaction avec un composé de l'atmosphère avec lequel l'hydrogène réagirait lui aussi. Donc, davantage d'hydrogène dans l'atmosphère signifie moins de ces composés pour réagir avec le méthane, donc le faire disparaître, et celui-ci participe donc plus longtemps à augmenter la température de la Terre. L'hydrogène dans l'atmosphère augmentera également la quantité de vapeur d'eau, également responsable de l'effet de serre. Le bénéfice environnemental de l'hydrogène dépend donc en résumé de notre capacité à limiter les fuites sur son cycle de vie, de sa fabrication à son utilisation. Si les fuites restent trop importantes, le bénéfice, déjà limité par ce qu'on a vu avant, pourrait bien s'en trouver encore amoindri. Selon Futura Science, des scientifiques estiment que ces risques de fuite sont toutefois limités, notamment parce que l'hydrogène est hautement inflammable et que, en conséquence, les protocoles de sécurité sont rigoureux. En conclusion, que peut-on retenir ? L'hydrogène est de prime abord une solution qui paraît idéale mais qui présente en réalité bien des défauts.
Rendement faible, nécessité de construire de nombreuses infrastructures pour pouvoir la fabriquer puis l'exploiter, donc extraction de nouvelles ressources, impact potentiel sur la biodiversité et au final de potentiels impacts négatifs sur le réchauffement climatique si les fuites d'hydrogène ne sont pas maîtrisées. L'hydrogène a toutefois un intérêt a priori pour certaines applications pour lesquelles l'utilisation d'une autre énergie n'est pas possible ou idéale, par exemple pour l'aviation. L'hydrogène a donc sa place dans le mix énergétique, mais il faut se garder de le considérer comme une solution miracle applicable partout. C'est une énergie qui, on l'a vu, n'est absolument pas neutre d'un point de vue environnemental, et il faut donc une fois de plus peser le pour et le contre de son utilisation dans chaque domaine. La France a débloqué 7 milliards pour investir dans le domaine de l'hydrogène décarboné d'ici à 2030. L'avenir nous dira si c'était une bonne idée. À nouveau, il convient donc de ne pas se reposer sur nos lauriers et de remettre en question notre mode de vie et de consommation. Envisager de prendre les transports en commun, son vélo ou de faire du covoiturage semble toujours être des alternatives plus écologiques et plus économiques à l'utilisation d'une voiture individuelle, qu'elle soit thermique, électrique, hybride ou à hydrogène. Les solutions les plus simples, même si elles sont moins glamour, sont souvent les plus efficaces. L'urgence climatique se fait de plus en plus ressentir et la technologie n'évoluera jamais assez rapidement pour contrebalancer à elle seule l'évolution actuelle des choses. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude et si ce n'est pas déjà fait, aux pages Instagram de la Terre dans les épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de la Terre dans les épinards.fr, bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires Insta ou Facebook ou par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés et je verrai ce que je peux faire. En attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie et on se retrouve en pleine forme. Salut!